So I decided, let's create a lot of buzz around the film. It's genius. But not about the film itself, right? So It Ends With Us is in theaters now, so grab your friends, wear your florals, and head out to see it. Par où commencer ? Bon, commençons par ça. Les press tours ne sont pas récents. Ils existent depuis des années, depuis peut-être même le début du cinéma. Ils ont pris plusieurs formes, mais ces dernières années, ils ont pris une importance énorme et une place qui est non négligeable, notamment à cause des réseaux sociaux, ce qui fait que le succès du film est déterminé presque avant même sa sortie, et je vous jure, je pense pas exagérer en disant ça, je le pense vraiment. Bon, on va pas se refaire l'origine des press tours, c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui, mais plutôt aujourd'hui j'ai envie qu'on s'intéresse à plusieurs cas récents de ces dernières années, et notamment de press tours à travers les réseaux sociaux et à travers les acteurs, pour voir comment on en arrive au sujet dont on va parler aujourd'hui, celui de Wuthering Heights, donc les Hauts de Hurlevent, avec Jacob Elordi et Margot Robbie. J'ai pas envie de dire les Hauts de Hurlevent, je trouve le nom français pourri, donc ce sera Wuthering Heights, ok. On se fait quand même un petit récap parce que ça fait pas de mal. Le press tour, à la base. Pour expliquer rapidement, c'est un moment de RP, donc RP, relations publiques, dédié à la presse, aux gens, etc., pour encourager les gens à venir voir le film, ok. Le but, c'est de parler du film. Ça passe donc traditionnellement par des interviews, des talk shows, Jimmy Fallon, Saturday Night Live, bref, il y a énormément de choses. Et plus récemment, ces dernières années, des vidéos YouTube telles que Hot Ones, des vidéos L'Imposteur chez Squeezie. En gros, si vous voulez, c'est de la promo. Mais ces dernières années, ça s'est un peu transformé. Et le but du press tour, c'est plus de parler du film, de raconter l'expérience, de faire des interviews un peu innocentes sur des anecdotes de tournage, des trucs, mais de faire parler du film en construisant toute une narrative autour. Est-ce qu'il y a un couple qui s'est formé pendant le tournage ? Est-ce qu'il y a une anecdote folle qui s'est passée ? Bref, toute l'idée c'est de faire parler du film. Mais alors pourquoi ça a changé ? Bah parce que des films, il y en a qui sortent tout le temps, ok ? Des films, des séries, il y en a qui sortent tout le temps, je vous apprends rien. Le but c'est de tirer son épingle du jeu, de donner envie aux gens de venir voir le film, de venir peut-être vérifier les rumeurs par vous-même. Et pour faire ça, pour vous donner envie d'aller voir le film, outre que regarder quelqu'un vous raconter son expérience de tournage sur le film ou vous raconter comment ils ont tourné une cascade, parce qu'au bout d'un moment on en a peut-être plus rien à foutre, l'idée c'est de vous vendre du drama. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui fait vendre, c'est ça qui va faire des vues sur TikTok, c'est ça qui va attirer votre intérêt, bref, c'est ça qui va vous pousser à aller au cinéma pour vérifier par vous-même les rumeurs. Et finalement, le drama, bah, c'est ce que les gens veulent voir en fait. Donc, plutôt que de parler du film, on va faire parler du film en construisant toute une narrative autour, et je vous garantis qu'il y a des équipes marketing dédiées à 200%, il y a sûrement des dizaines de gens par film qui travaillent pour ça, sur comment on va faire parler du film, quelle histoire de tromperie, d'adultère, de couple on va mettre en avant pour vraiment faire parler du film. Donc le press tour, ça peut être alimenté par plein de trucs. Ça peut être les tenues que les acteurs vont porter pendant les premières du film à l'international. Le meilleur exemple que j'ai de ça, c'est Margot Robbie pendant le press tour de Barbie, mais on en reparlera juste après. Ça peut être des visites du set, par exemple sur Architectural Digest, depuis des années ça se fait de plus en plus, notamment récemment la visite du set de Wuthering Heights. Ça peut être des collabs marketing comme Wicked, qu'on fait je sais pas combien de trucs marketing, c'était abusé. Bref, ça passe par pas mal de trucs qui peuvent être plus ou moins classiques. Et pour moi, et je dis bien pour moi, le meilleur press tour qui a été fait récemment, c'est le press tour de Barbie. Donc Barbie sorti en 2023, réalisé par Greta Gerwig, avec Margot Robbie et Ryan Gosling, a été pour moi un des press tours les mieux exécutés que j'ai jamais vu de ma vie. Avant, je m'intéressais pas trop au press tour, donc ça joue peut-être aussi. Mais je trouve que c'est vraiment ce film-là, alors peut-être qu'on s'y intéressait moins avant, mais je trouve que c'est vraiment ce film-là qui a remis une hype folle sur les press tours. Tout le monde avait hâte de voir les looks que Margot Robbie allait mettre à la prochaine première. Bref, il y avait vraiment des gros enjeux, toutes les collabs se multipliaient. Il y a eu un peu trop de collabs, Barbie certes. Il y avait vraiment un engouement fou autour de Barbie, et je trouve que c'est vraiment un press tour qui a été parfaitement réalisé. D'ailleurs, ils ont même fait un livre des looks de Margot Robbie pendant toutes les premières du film, dont la couve est extraordinaire, je trouve. La couve seule m'a donné envie d'acheter le livre. Je ne l'ai pas fait parce que rien dedans ne ressemble à la couverture. C'était vraiment cool et ça marchait très très bien. Le film a aussi été promu avec des collabs marketing, mais d'une ampleur folle. Tout le monde a fait sa collab avec Barbie, c'est simple. On vive la surconsommation et l'écologie, et évidemment le plastique. Mais il y a eu énormément de choses qui ont fait que Barbie, c'était un gros moment culturel. Évidemment, en plus alimenté par la sortie de Oppenheimer en même temps, ça a donné Barbenheimer. Bref, un truc vraiment cool, et c'était un moment très sympa pour les gens d'être sur les réseaux, je trouve. Tout donnait envie de regarder. En même temps, c'était Barbie. C'était pas très compliqué d'aller convaincre les gens de checker ce truc-là. Mais ils ont vraiment bien fait ça, ça a donné une ampleur énorme. Bref, vous comprenez. Et bien sûr, la mythique image de la bande-annonce qu'on a vue, où Barbie enlève ses chaussures, qui était pour moi le... Quand on a vu cet extrait-là, je pense que tout le monde s'est dit « Ok, c'est stylé, ça va être cool ». Enfin, vraiment, juste ce plan-là a suffi à hype up des millions de gens. Dont moi, en vrai. Le fait que tout le monde se déguisait en rose pour aller voir le film Barbie, bref, ça a créé vraiment un moment très très fun. Enfin bref, tout ça pour dire que le press tour de Barbie est vraiment le blueprint, c'est le bon exemple, il a cartonné. Le film a rapporté plus de 1,4 milliard de dollars si je dis pas de bêtises, et c'est le 14e film qui a rapporté le plus d'argent de l'histoire du cinéma, tout simplement.
Et je pense que le press tour y est pour beaucoup. Un autre très bon exemple, je trouve, de press tour, c'est le press tour de Bridgerton de la saison 3, donc pas la saison qui vient de sortir, la saison d'avant. Et c'est un bon press tour parce qu'il n'y a pas eu énormément de trucs de marketing, il n'y a pas eu énormément de collabs, en tout cas beaucoup moins que pour Barbie. Et pourtant, le press tour a très bien marché. Pourquoi ? Parce que dans les interviews, les acteurs avaient l'air très très proches. En tout cas, les deux love interest, donc les acteurs qui jouent Pénélope et Colin, avaient l'air vraiment très très proches pendant les interviews, très complices. On se demandait s'il n'y avait pas eu un petit rapprochement, etc. Le genre de news qui hype complètement les fans. La saison était vraiment extrêmement attendue, surtout après le succès de la saison 2. Le fait que les acteurs apparaissent dans les interviews très complices, très proches, sachant les scènes qu'ils ont dû tourner avant. Ça engendrait peut-être dans la tête des gens un ship, un petit truc, se demander si s'était passé quelque chose. Bref, un petit fantasme un peu pour tout le monde en vrai. À la fin du tournage, voire début du press tour, il y avait aussi énormément de rumeurs sur les scènes un peu spicy qui font aussi le succès de Bridgerton, ne nous leurrons pas. Sur le fait qu'ils auraient potentiellement cassé des meubles pendant les tournages, qu'ils auraient continué des scènes parce qu'ils auraient pas entendu le réalisateur crier coupé. Bref, il y a eu beaucoup de choses, ça a énormément alimenté un truc pour une saison qui au final j'ai trouvé à chier perso. J'ai détesté la saison 3 de Bridgerton, je suis désolée, pour moi c'est la pire jusqu'à maintenant. C'est surtout je trouve le press tour qui a fait un succès fou pour la saison 3, qui a donné envie aux gens de la regarder finalement parce qu'il y avait eu tellement de rumeurs sur est-ce que les acteurs ont un truc, est-ce qu'ils sont ensemble, etc. Bref, ça a créé un gros truc. En tout cas, ils avaient l'air très proches. Mais ce dont je veux qu'on parle aujourd'hui, c'est pas le marketing autour du film, c'est pas les promos, c'est pas les collabs, c'est vraiment les acteurs dans leurs apparitions du press tour et les acteurs en eux-mêmes. Et pour ça, il y a plusieurs exemples dont on va parler avant de s'attaquer à Wuthering Heights. Le premier exemple, c'est Anyone But You avec Sydney Sweeney et Glenn Powell. Je sais pas si vous avez vu le film, perso je l'ai pas vu, mais ça m'a pas empêché de passer à côté de la promo qui était vraiment intense. Et j'ai beau détester Sydney Sweeney, il faut admettre que le press tour était vraiment très très bien maîtrisé. Ça a vraiment bien marché aussi, vous allez voir. On se la fait courte, les deux acteurs étaient respectivement en couple avant de commencer le tournage. Glenn Powell était avec Gigi Paris, je me suis renseignée, je suis pas la vie des célébrités, pitié. Et Sydney Sweeney était fiancée à Jonathan Davino, avec qui elle était depuis qu'elle avait 19 ans, alors qu'il en avait 35. C'est un autre sujet. Donc le film raconte l'histoire un peu classique en vrai quelque part, deux personnes qui font semblant d'être ensemble pour que le reste des gens les laissent tranquilles, pour que leur famille arrête de les emmerder avec quand est-ce que tu nous ramènes quelqu'un. Je crois qu'ils vont à un mariage ensemble. Bref, en tout cas, ils jouent des gens qui font semblant d'être un couple et qui finissent évidemment par tomber amoureux. Et le press tour de Anyone But You est vraiment assez zinzin. Ils ont montré une grosse complicité pendant toutes les interviews avec Sydney Sweeney qui regardait Glenn Powell franchement comme une meuf qui était au collège et qui regardait son amoureux, limite en train de se toucher les cheveux comme ça. Enfin, c'est vraiment assez zinzin. Ce qui fait que toutes les sections commentaires, littéralement toutes les sections commentaires de leurs interviews, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, etc., tous les coms, c'est vraiment juste qu'ils ont baisé ou pas. Ouais, clairement, ils ont baisé. C'est un peu drôle. C'est vraiment que les commentaires, c'est que ça. Et les gens étaient investis dans le drama parce qu'ils étaient en couple au moment du tournage, que après le tournage, les deux se sont séparés de leurs partenaires respectifs. Donc évidemment, ça a fait un peu monter la sauce. Le fait qu'ils soient très très proches dans les interviews, vous allez voir, vraiment très proches, c'était un peu chelou. Bref, les gens pétaient même un peu les plombs, ils faisaient des théories un peu cheloues, genre la hair theory sur les cheveux de Sydney Sweeney, le fait qu'apparemment on se laisse avoir les cheveux naturels ou bouclés quand on est amoureuse de quelqu'un. Bref, full bullshit, mais en tout cas ça faisait vraiment énormément parler, ça faisait beaucoup de stats et du coup les gens étaient vraiment investis dans le drama. Il y a eu même pas mal de trucs assez intenses pendant le tournage, notamment la meuf de Glenn Powell qui aurait voulu venir sur le tournage, ce à quoi les producteurs auraient dit non. Devinez qui étaient les producteurs du film? Sydney Sweeney. Il y a un TikTok qui résume très bien ce drama qu'on va se regarder. Glenn Powell a interdit à sa fiancée de lui rendre visite lors du tournage de Tout sauf toi pour conserver la tension charnelle qu'il avait avec Sydney Sweeney. Je pose ça là. Mais si mon mec était acteur et qu'il me disait que je ne pouvais pas venir sur un tournage, le voir, alors qu'il est à l'autre bout du monde, pour ne pas briser la tension charnelle qu'il a avec la meuf avec qui il joue, et son ex vient de tout balancer. On savait que Glenn Powell et Gigi Paris s'étaient séparés à cause de Sydney Sweeney, mais Gigi a décidé de sortir du silence et sa version des faits est assez folle. Elle a expliqué qu'elle avait prévu de le rejoindre en Australie pendant le tournage, mais quelques jours avant de partir, Glenn l'a appelé et lui a dit que les producteurs ne trouvaient pas ça judicieux qu'elle vienne sur le plateau. Sauf que la productrice du film, c'était Sydney Sweeney, et avec toutes les rumeurs sur leur alchimie, Gigi a voulu en avoir le cœur net. Du coup, elle a pris l'avion et elle l'a quitté quelques heures après son arrivée. Malheureusement, puisqu'il était désormais célibataire, Glenn en a profité pour s'afficher plus complice que jamais avec Sydney Sweeney lors de la promo du film, et Gigi a vécu l'une des pires périodes de sa vie en voyant l'homme qui devait être son futur mari avec une autre durant plusieurs mois. Et coïncidence ou pas, Sydney Sweeney s'est séparée de son copain avec qui elle était depuis 5 ans car il ne supportait plus qu'elle privilégie sa carrière au détriment de leur couple. Alors à votre avis, est-ce que Glenn et Sydney Sweeney ont fauté? D'après cette dernière, Tout sauf toi 2 devrait arriver prochainement, donc les acteurs vont bientôt pouvoir se retrouver. Il y a aussi des interviews où ils ont l'air vraiment très proches, genre littéralement leur corps ne fait que se toucher, genre leurs bassins sont constamment en contact pendant l'interview, c'est un peu chelou. A perfect date would be, I don't know, somewhere outside.
What's your perfect date? I'll tell you what was really interesting is watching Sydney visit the rugby locker room in Australia, and it almost turned into an episode of The Bachelor. That's not a perfect date. Okay, that's not a perfect That's date. not a For them, it perfect was date. almost a perfect date. That's not a perfect date. Yeah, No, that's not a I'll perfect just say an date. entire rugby team slid into her DMs in record time. Yes, no, a perfect date I think would be some good food, some good laughter, and just a quiet, peaceful place. I don't know. Yeah. Bref, comment il fait un peu semblant d'être jaloux, quand il dit qu'il y a des mecs qui vont slide dans ses DM, comment ils sont vraiment bien proches, la manière dont ils se regardent pendant les interviews, surtout Sydney en vrai. What is your favorite rom-com? The Revenant. The way Leo and that bear. C'est vraiment la pique me originelle. Je peux pas. Sydney Sweeney, je peux pas. Je suis désolée. Bref. Donc vous comprenez comment la promo, ça peut jouer un gros enjeu. Et surprise, ça a extrêmement bien marché. Le film a cartonné. Il fait 220 millions de recettes, dont 103 millions de dollars de bénéfices. Donc c'est vraiment énorme. Et la promo a joué un énorme rôle là-dedans. Le fait en tout cas qu'ils jouent sur le doute de est-ce qu'on est ensemble, est-ce qu'on n'est pas ensemble, est-ce qu'ils ont trompé leur partenaire, est-ce qu'ils ont baisé. Bref, ça a vraiment énormément fait monter la hype et du coup les gens ont été voir le film pour ça. Évidemment ils vont en faire un 2 dans pas très longtemps qui surfera j'imagine sur le même buzz, sur le même press tour. Et plus récemment, impossible de passer à côté, même si parfois on l'aurait voulu, le press tour de Wicked 1 et 2 avec Ariana Grande et Cynthia Erivo. Un press tour où on a rarement vu deux personnes aussi codépendantes et une relation aussi bizarre et des moments d'interview aussi chelous en vrai, ce qui a provoqué énormément de discussions, aussi bien sur le film, les spéculations sur ce qui aurait pu se passer pendant le tournage, que sur l'état de santé des deux actrices qui avaient l'air clairement dans une espèce de détresse un peu bizarre. Si vous l'avez raté, félicitations, vous avez une chance folle que nous on n'a pas eu, mais je vous fais un petit résumé. Ariana Grande et Cynthia Erivo sont donc castées pour jouer dans Wicked, qui est l'adaptation de la comédie musicale Broadway Wicked, qui est sur la Wicked Witch of the West, donc la méchante sorcière de l'Ouest, qui est une comédie musicale qui joue à Broadway depuis, je pense sans déconner, au moins 20 ans. C'est vraiment une rêve culturelle importante, vous en avez peut-être entendu parler dans pas mal de vos films américains préférés, dans des séries et tout. Bref, c'est vraiment un gros pavé culturel. Donc elles sont castées pour jouer dans l'adaptation de la comédie musicale en film. Et c'est un film en 2 parties. C'est donc le préquel du Magicien d'Oz sur la méchante sorcière de l'Ouest. Apparemment, c'était donc un rôle très important pour les deux actrices, Cynthia étant une actrice de Broadway, et Ariana qui, selon mes recherches, disait que c'était littéralement le rôle de sa vie, qu'elle l'a vu quand elle était petite à Broadway, que ça l'a jamais quitté. Un rôle avec énormément d'enjeux pour les deux actrices, ce qu'on peut comprendre étant donné, encore une fois, l'importance de Wicked sur Broadway. Et les deux films, donc, ont été tournés en même temps. Le tournage a donc commencé fin décembre 2022, avant d'être interrompu pas longtemps après, donc en juillet 2023, à cause de la grève des acteurs aux États-Unis, SAG-AFTRA en 2023. J'ai pas plus de détails que ça sur la grève parce que je vais pas vous mentir, j'ai pas tout compris. En tout cas, c'était la grève de l'Alliance des acteurs à Hollywood, donc qui a énormément impacté le cinéma à ce moment-là. Puis le tournage a repris avant de s'achever en janvier 2024. Donc le tournage s'est étalé sur environ 3 ans, ce qui est énorme pour un film, c'est vraiment beaucoup, surtout un film d'une telle importance pour les actrices, ce qui fait qu'on peut comprendre que le tournage a été très intense, que c'est un projet qui les a vraiment énormément marqués. Mais ce qui était encore plus marquant, c'était qu'à chaque apparition pendant le press tour, les actrices, au-delà d'être habillées en rose et vert chacune, c'était très mignon, ne faisaient que pleurer. À chaque fois qu'on leur posait une question, elles étaient vraiment dans un état de détresse émotionnelle puissant, faisant que se toucher physiquement constamment, en ayant toujours un contact physique. C'était un peu bizarre à observer, en s'attrapant même par les ongles, ce qui a donné lieu aussi à énormément de parodies qui étaient très drôles. Mais bref, elles étaient émues aux larmes pour tout, elles avaient l'air vraiment dans un état de fragilité, de fatigue. J'ai pas envie de les infantiliser ou les victimiser, mais c'était vraiment bizarre d'être témoin de ce qui se passait à ce moment-là. J'ai vraiment hâte du documentaire Netflix dans 10 ans qui nous racontera ce qui s'est passé sur ce putain de plateau, parce que mon Dieu, est-ce que quelqu'un est mort? Est-ce que quelqu'un s'est fait agresser? C'était trop bizarre. Les deux actrices paraissaient tellement proches, tellement constamment codépendantes qu'on aurait dit qu'elles étaient traumabandites, qu'elles avaient vécu quelque chose de vraiment intense toutes les deux, et qu'elles avaient une espèce de syndrome de survivante. Enfin, c'était vraiment très très bizarre. On se posait beaucoup de questions devant ce press tour. Et j'aime pas commenter sur le corps des gens, et j'ai encore moins envie de formuler un diagnostic, mais vraiment tout le cast de Wicked a perdu énormément de poids de manière très rapide et surtout de manière vraiment intense par rapport à avant le tournage, donc c'était aussi un petit peu alarmant. Ça a donné un press tour magistral, ce serait un peu trop ironique, mais en tout cas un press tour qui s'est fait beaucoup remarquer. Chaque interview montrait vraiment Ariana comme une petite fille fragile, presque malade, et Cynthia était là pour la protéger, était toujours celle qui était un peu garante de sa sécurité, mais là c'était vraiment un niveau intense. À noter que Cynthia a subi énormément de racisme aussi à ce moment-là, les gens qui la critiquaient disant qu'elle essayait de s'imposer à travers ça, qu'elle se montrait forte, imposante, etc. Bref, elle a subi énormément de racisme du fait que ce soit une femme noire. Donc toute la période est vraiment trop chelou en vrai. Aussi le nombre de mêmes bangers que Cynthia nous a pondus pendant ce press tour. At the London premiere, you forgot to add your Skype. Yes, I have it.
In the lyrics of Defying Gravity and really holding space with that and feeling power in that. I didn't know that that was happening. I've seen it, yeah. That's really powerful. Mm-hmm. Yeah. That's what I wanted. I didn't know that was happening. En tout cas pour Wicked, je pense pas que ce soit le fait que les actrices étaient habillées en vert et rose qui vous ait marqué pendant le press tour. Et surprise, non. Le film a cartonné, le premier a engendré 758 millions de recettes et le deuxième 527 millions. Donc malgré un meilleur démarrage que le premier, il a un peu stagné, etc. C'est redescendu très vite. En tout cas, les deux films ont vraiment cartonné. Il y a aussi énormément de collabs et de produits dérivés de Wicked, même si c'est pas le sujet, là on se parle vraiment des acteurs. Et c'est important de le noter, littéralement toutes les marques ont fait une collab avec Wicked. Je pense que 90% des trucs qui ont été produits vont finir dans les déchetteries d'ici un an. Enfin, c'est genre catastrophique, vraiment tout avait une collab Wicked, c'était honteux. Donc voilà, deux exemples de press tour plus ou moins réussis, en tout cas qui ont fonctionné, qui ont amené un vrai attrait vers le film, qui ont fait énormément parler du film. Je vous propose qu'on passe maintenant à un exemple un peu moins cool avant de parler de Wuthering Heights, le press tour de It Ends With Us avec Blake Lively et l'acteur dont j'ai oublié le nom. Quel press tour catastrophique. C'est une masterclass marketing sur ce qu'il ne faut pas faire pendant un press tour. Je vous la fais courte, Blake Lively, que je hais, mais c'est pas le sujet, a traité ce film comme sa promo perso, un peu, c'était très bizarre, et l'a traité comme un film à un sujet très léger. Je vous mets un petit extrait de Blake Lively, devinez quel est le thème du film en voyant cette interview. Hello, Blake Lively here. Colleen Hoover. And It Ends With Us is in theaters now, so grab your friends, wear your florals, and head out to see it. Voilà, mettez vos vêtements fleuris comme si vous alliez voir Barbie habillée en rose et tout trop fun. Cut, c'est un film sur la violence domestique, l'abus et la coercion, ok ? Pas du tout le moment de faire ce genre de vanne, c'est hyper out of touch, c'est trop bizarre, aucune décence, aucune connexion à la réalité, on se parle d'un film d'abus. C'est pas une petite histoire d'amour mignonne où on y va avec ses girls en mettant des trucs fleuris. Non, 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 ce n'est pas du tout le principe. Bref, donc Blake Lively qui a complètement ruiné ce press tour. Blake Lively et l'acteur aussi, dont j'ai zappé le nom, je suis désolée, j'ai la flemme de regarder, ont niqué le press tour, clairement, c'est une catastrophe. Blake a give une mean girl énergie pendant toute la promo, c'était cata, perso je la déteste, je peux pas me la blairer. Déjà depuis Gossip Girl, je peux pas, genre c'est vraiment Serena dans la vraie vie, cette meuf, c'est une affligeant. Mais pire que ça, Blake a eu la super idée de faire la promo de sa nouvelle marque de soins capillaires pendant le press tour. Alors, je sais pas vous, moi y a rien qui me fait très envie chez Blake Lively, et je pense que la dernière chose que je voudrais chez elle, c'est ses cheveux. Mais bref, comment vous dire, l'indécence de faire la promo de sa propre marque dans le dos d'un film qui a un sujet aussi important. Enfin, je pense qu'il y avait plus intéressant à faire pendant le press tour, pendant les interviews, etc., que de mettre en avant la nouvelle marque de soins capillaires et le fait que les vêtements étaient empruntés dans son dressing à elle, qu'ils ont beaucoup collaboré avec ses vêtements qu'elle avait déjà, que donc beaucoup des tenues du film sont des vêtements qu'elle avait, qu'elle a pris un vrai plaisir à organiser ses tenues. Meuf, c'est un film sur les violences domestiques. On se parle pas de petits trucs fashion, mignons, c'est pas Barbie en fait. Bref, le press tour a été catastrophique, les acteurs ont même fini par se poursuivre en justice mutuellement après le tournage. Si jamais le press tour vous intéresse, et je vous encourage à regarder, il y a énormément de vidéos YouTube, en tout cas américaines, qui parlent de ce qui s'est passé, qui décomposent tout le truc et tout, c'est vraiment un phénomène, et encore une fois, une masterclass sur ce qu'il ne faut pas faire pendant un press tour. Et par-dessus tout ça, comme si ce n'était pas assez, Blake Lively a aussi une marque de boissons, de cocktails en canette alcoolisés, et elle les a énormément mis en avant pendant la promo du film, organisant des avant-premières ou des soirées à thème avec ses proches, ses copines, etc. pour faire la promo du film, où elle mettait beaucoup en avant cette marque. Inutile de vous rappeler que l'alcool joue un rôle énorme et fait augmenter de manière considérable les violences domestiques, toutes les statistiques le prouvent. Bref, encore une fois, peut-être pas le move le plus intéressant, ni le plus intelligent, honnêtement. J'avais pas regardé, mais là, de ce que je vois, le film a quand même cartonné, faisant 350 millions de recettes au box-office, donc c'est quand même énorme. Comme quoi, la mauvaise promo, ça fonctionne quand même. Bref, voilà, qui nous amène à notre sujet tant attendu du jour, le press tour de Wuthering Heights avec Jacob Elordi et Margot Robbie. Wuthering Heights, donc, inspiré du classique de la littérature américaine du même nom, écrit par Emily Brontë. Ce serait too much de dire que le film est en pleine polémique, en tout cas, il est au cœur de plusieurs controverses, il est vraiment au cœur de l'actu en ce moment, et il y a beaucoup de sujets qui font que c'est le cas. Donc, premièrement, le film est vendu comme une espèce de folle histoire d'amour, c'est même dans la bande-annonce, The Greatest Love Story of All Time, donc vraiment la plus belle histoire d'amour de tous les temps, entre donc Jacob Elordi et Margot Robbie, à mes yeux qui n'ont aucune alchimie, et je suis pas la seule à le penser, je trouve vraiment qu'ils n'ont aucune vibe. Pour moi, ça fonctionne pas. Malgré le fait que ce soit tous les deux des excellents acteurs, pour moi, ça marche pas, il y a un truc qui colle pas, je sais pas si c'est la différence d'âge, qui est pourtant très minime, hein, ils ont que 7 ans d'écart, je sais, c'est choquant. Pour moi, ça fonctionne pas, il y a pas de tension entre les deux, il y a pas d'alchimie, bref. Premier problème, Wuthering Heights n'est absolument pas une histoire d'amour ou un livre romantique, c'est presque même l'inverse. C'est pas une histoire d'amour, c'est pas un livre hot and spicy, c'est pas du smut, y a pas de scène de sexe dedans, comme le laisse à penser la bande-annonce qui nous fait vraiment, on dirait vraiment un putain de porno le truc. You a horny 18 to 42-year-old with $16 burning a hole in your pocket?
Do you want to watch Margot Robbie and Jacob Lordy do softcore and maybe a little hardcore for 2.5 hours? Don't let your popcorn be the only thing getting drenched at the movie theater. You're going to want to bring a second seat. The first one's going to get soaked. Are there some inaccuracies for the time? Sure. But this is 50 Shades of Grey. If it took place in the 1800s. Was this the author's original intention? Who cares? Did I hear the word tension? Experience tension the way it was meant to be experienced. In IMAX. Très honnêtement, je l'ai pas lu, mais j'ai fait vraiment beaucoup de recherches pour cette vidéo, donc je peux vous raconter très rapidement. Et pardonnez-moi pour ça, je vais regarder mes notes. C'est donc une histoire de trauma générationnel, de violence, de racisme, beaucoup énormément, et retenez-le, c'est important, et de comment échapper à ce cycle destructeur de trauma, etc., de transmission. Et c'est un roman où, spoiler, tous les personnages meurent à la fin, ok ? Sur comment briser le cercle du trauma, etc. C'est la fin du livre, tous les personnages meurent, enfin la suite des persos reprennent. Bref, donc le sujet, c'est absolument pas une histoire d'amour, c'est pour beaucoup le racisme, et c'est aussi pour beaucoup une histoire de trauma, de génération, etc. comme je vous le disais, donc c'est assez intense. Ce qui m'amène au deuxième sujet, et au deuxième problème qui fait que le film est actuellement en pleine controverse, le casting de Heathcliff. Dans le livre, Heathcliff, c'est le perso principal, et c'est pas du tout un homme blanc. Donc le casting de Jacob Elordi, c'est un peu chelou. Jacob Elordi qui est vraiment... la définition même de l'homme blanc, hein, c'est vraiment le cliché. Comme je vous le disais avant, un des grands sujets du film, c'est le racisme. Donc le fait que Heathcliff ne soit pas un homme blanc, bah ça a quand même un rôle énorme dans le livre. C'est vraiment quelque chose de prépondérant. Vous vous en doutez aussi, vu l'époque à laquelle se passe le livre, ça n'a pas aucune incidence, le fait que ce soit pas un homme blanc. Alors dans le livre, on n'est pas sûr exactement des origines de Heathcliff. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas du tout un homme blanc. Il est décrit comme quelqu'un à la peau foncée. C'est possiblement un Rome. On n'est pas trop sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas blanc. C'est donc décisif dans l'histoire du livre, puisqu'une grosse partie de l'histoire, c'est son désir de vengeance par rapport aux blancs qui l'ont empêché de vivre son histoire d'amour avec la femme qu'il aime. Et pour ça, je vous propose qu'on se regarde un TikTok qui décrit vraiment très bien ce sujet. Crazy to me that you can take a story like Wuthering Heights, which explicitly grapples with race and class in a very specific way, and showcases how racial and class-based abuse and oppression and disregard fundamentally shapes and changes a character's life and like sort of ruins everybody's life around this character. It's insane to take that story and whitewash it and sanitize it in such a way that it's just like a flashy romance. I don't quite understand why Emerald Fennell would want to adapt Wuthering Heights if she was just going to completely strip it of anything that made it meaningful. Like it's sort of the crux of the novel that Heathcliff is not white and that he is poor, right? Like that is the propulsive element that begins the story and drives it forward. Nothing happens outside of that context. Every single thing in the story is built up from that foundation. So to strip that away, it's not Wuthering Heights. Like it's just not Wuthering Heights. And also, this is perhaps a little less important. I still think it's extremely important, but to make Catherine 30-something years old. I think Margot Robbie was, 34 when she filmed this movie? To make Catherine 34 years old when another huge feature of the story is that she dies at, 19, 21? Unfathomable to me. Like, this man turns into a monster and loses this extremely codependent relationship that he had because she dies when she's so young, and he continues to make everybody's lives miserable past that point. And it's like, how does any of this make sense without those elements? Without the race and the class abuse and the age factor, where, they are awful to each other because they're so young. And it's foundational to who they are. Like, this is a traumatic relationship that they latch onto each other. And I just don't understand. Like, why the fuck? Donc voilà, en gros un TikTok qui résume parfaitement ce problème de casting et de l'âge aussi de Margot Robbie dans le film. Ce qui m'amène donc parfaitement au troisième sujet, l'âge. Comme le dit très bien le TikTok qu'on vient de voir, Catherine dans le livre a apparemment 18 ans, 19 ans au moment de sa mort. Ce qui est très important parce que donc ça explique, comme le disait la fille, pourquoi elle se retrouve dans une relation aussi abusive, aussi codépendante avec quelqu'un. C'est aussi du fait de son jeune âge, voilà, il y a la naïveté qui joue mine de rien. Il y a des relations qu'on a vécues quand on avait 18 ans qu'on ne vivrait pas et des pièges dans lesquels on ne retomberait pas si on était plus vieille, c'est-à-dire 30 ans. Je pense qu'on a tous plus ou moins vécu des relations toxiques, surtout les meufs quand on était plus jeune. Je sais pas vous, moi les trucs que j'ai acceptés quand j'avais 16 ans, là j'en ai 25, je les accepterais déjà plus quoi. Donc il y a déjà une cassure, il y a un truc un peu bizarre, enfin il y a un problème qui fait que ça marche pas. Le fait aussi qu'elle meurt à 19 ans dans le livre en donnant la vie, bah ça joue aussi énormément, ça ajoute au côté tragique de l'histoire, une mort si jeune. Et bon, on a l'habitude de voir des adultes de 30 ans qui jouent des lycéens de 19 ans, etc. Mais bon, quand même là c'est un peu too much. Quatrième sujet de controverse, c'est les vêtements que portent les persos. Alors, le film n'a pas de volonté d'être historiquement correct, c'est-à-dire que
les costumes ne sont pas des costumes d'époque, etc. Et ça, honnêtement, moi, ça me dérange pas. Je trouve ça cool, ça me dérange pas, ça apporte une touche de modernité. Si c'est bien justifié, c'est cool. Là, on a vu pas mal de looks fuités du film. Il y a des trucs qui sont très intéressants, je trouve, notamment la robe rouge en vinyle, celle-là. J'adore, je la trouve vraiment très très belle. Bon, forcément, ça aide pas à l'immersion dans une époque lointaine, etc. C'est sûr, mais ça peut être intéressant. En revanche, cette robe... Pas sûr quoi. C'est un avis personnel, partagé par des millions de gens sur internet, mais encore une fois, c'est un avis personnel et c'est pas très grave. Un autre truc qui revient aussi beaucoup sur le film, c'est que les acteurs ont des iPhone face. Je pense que vous voyez ce que ça veut dire. Ils ont des visages qui ont l'air beaucoup trop modernes pour fonctionner dans un film d'époque. Quoique Margot Robbie a déjà joué dans un film d'époque et ça marchait très bien, mais là, il y a vraiment un truc où ils ont des visages un peu trop modernes, mélangés aux vêtements et tout. En tout cas, ça sort un peu du truc de c'est dans une période, etc., d'histoire un peu lointaine. Après, encore une fois, ce point-là, personnellement, ne me dérange pas trop. Franchement, ça peut être intéressant si c'est bien fait, quoi. Après tous ces dramas, la réelle Emerald Fennell a expliqué pourquoi l'adaptation avait pris le chemin qu'elle a pris. Je vous mets l'affiche juste là. Très fan de l'affiche perso, j'adore la typo et je trouve que la photo est vraiment très réussie. Le titre est entre guillemets. C'est un petit détail, mais le titre est entre guillemets. Et je trouve que ça a déjà un peu plus de sens selon ce qu'elle explique. Donc apparemment, ce serait une adaptation basée sur comment elle a ressenti le livre quand elle a lu petite, qu'elle aurait voulu qu'il se passe, et c'est une fanfiction. En gros, c'est une fanfiction, tu peux le dire, Emerald, c'est une fanfiction. Donc je comprends l'idée de faire ton adaptation, mais à ce moment-là, si ton adaptation ne reprend aucun élément clé du livre, pourquoi garder le même nom ? Pourquoi ne pas juste faire une espèce de drame dans une autre période historique, etc., dans les années 1800, je crois, et tu l'appelles autrement que Wuthering Heights ? Pourquoi ne pas en faire, à ce moment-là, une histoire originale inspirée de Wuthering Heights, à la limite ? Mais là, en fait... Tu peux pas enlever tout ce qui fait que le livre est le livre et garder le même nom. Pourquoi avoir gardé le même nom ? Pour une autre raison que amener des gens, susciter une polémique. Parce qu'elle est super, je trouve, perso, l'idée de faire un film romantique, tragique ou pas, dans une autre période, mais avec des costumes modernes et tout. Moi, je trouve ça très cool. Mais juste, pourquoi l'appeler Wuthering Heights si c'est pas du tout le livre ? Bon, après tout ça, désolé, c'était un peu long. Passons au vrai sujet qui m'a donné envie de faire cette vidéo. C'est le press tour de Wuthering Heights et la manière dont Margot Robbie et Jacob Elordi se comportent l'un envers l'autre. Et la manière dont ils parlent l'un de l'autre, et surtout Margot Robbie. Et pour ça, je vous mets quelques extraits pour qu'on puisse en parler après. Where it's raining and then he goes and covers that wasn't on the day thing. Yeah, that I was wasn't in the wondering script. because I didn't. I was like, do you know how that happened though? Is we went to rehearse it and they rehearsed it with the rain machines on because we were checking if the rain machine level was right. And I was going like that because the rain had started, and of course when you're acting with Jacob, you're like looking up like this all the time. Exactly. So I went like that, and he just automatically went to cover my face because he's a gentleman, and it's just like that's second nature to him. He just automatically went like that, and honestly, both Emerald and I just went, okay, stop. I know. And he was not aware that he had done anything chivalrous or romantic at all, and we were just like. That was one of the most romantic things I've ever experienced and seen. I screened the movie for all my girlfriends a few nights ago. I cannot tell you how unhinged their reactions were throughout. It was honestly like I think some of their screams would have registered on the Richter scale. I got a text that said it was like a room packed full of hyenas. It was like a pack of hyenas. They were practically frothing at the mouth. But I have to say the scenes that I thought were going to get the biggest reactions, then I was like, oh, like their reactions were massive from like the first frame. They were screaming. Like, I mean, it was so I don't know. There's so many scenes. Fallen. And then on the third day, I remember I found myself starting to look around to see where I was like, well, he's obviously going to be somewhere close by. Where is he right now? Because he's not in a corner of a room watching me right now. And then he wasn't, and I was really unnerved and unmoored, and I felt like quite lost, like just like a kid without their like blanket or something. Donc on a un press tour où Margot Robbie, qui est une femme mariée, qui est une productrice du film et dont le mari produit également le film, notez bien ce détail, ne fait que vanter les mérites de sa co-star Jacob Elordi, ne fait que dire que tout ce qu'il fait c'est la chose la plus romantique qu'elle ait jamais vécue, qu'elle le trouve intense, qu'il ferait un bon copain, que pendant la Saint-Valentin il a rempli sa chambre de roses rouges, que pendant qu'elle filmait les scènes avec lui elle était faible dans ses jambes, je saurais pas comment traduire, papillon dans le ventre si vous préférez, qu'elle était genre vraiment qu'elle tombait quoi. C'est un peu bizarre. Able to lift me up with one arm. I thought I wet myself, but it wasn't pee. He's just so tall, and like, have you seen how tall he is? He's big. He's really big. I actually stopped taking birth control just because I was hoping I would get pregnant with his baby. We just understood each other and craved each other's presence. And did his girlfriend ever come visit?
No, that little whore was not allowed on set. I insisted we didn't have an intimacy coordinator. And that we practice. Donc elle ne fait que vanter ses qualités d'acteur, mais aussi physiquement, à quel point il est génial, combien elle a de la chance de tourner avec lui, combien les gestes qu'il a envers elle sont romantiques, etc. Bref, c'est un peu bizarre. Sauf que les gens ne sont pas dupes. En tout cas, moins qu'ils semblent le penser, et bah ça prend pas. Ça sonne faux parce qu'ils n'ont aucune alchimie, comme je vous le disais, je suis pas la seule à le penser. En tout cas, pas à la caméra, qui n'empêche pas encore une fois que ce sont des très bons acteurs, mais surtout que Jacob Elordi ressemble à un mec qui a 22 ans, perso, je trouve, que du coup, bah ça marche pas quoi. Et comme je vous le disais, Margot Robbie produit le film, mais aussi son mari produit le film, donc c'est très bizarre d'avoir cette espèce de promo où on essaye de pousser la narrative que peut-être il s'est passé un truc entre eux, alors que bah, c'est évident que non, parce que le mari de Margot produit également le film, donc il est complice à cette histoire de marketing et de promo du film, et c'est vraiment chelou. Et tous les clips qu'on voit, tout le press tour, les acteurs, etc., la manière dont ils parlent l'un de l'autre, poussent vraiment cette narrative pour nous conduire à être en mode comme devant Anyone But You, pour se demander mais est-ce qu'il s'est passé un truc entre eux ? Est-ce qu'ils ont eu une affaire ? Est-ce que Margot a trompé son mari ? Je crois que Jacob est célibataire, mais du coup, est-ce qu'il s'est passé un truc avec Margot ? Est-ce que peut-être ils vont se mettre ensemble ? Est-ce qu'ils ont couché ensemble ? Bref, c'est trop bizarre et ça prend clairement pas. Et c'est aussi un peu bizarre de les voir se complimenter au-delà de leur performance d'acteur, etc. Dans toutes les interviews qu'ils font, enfin, c'est un peu bizarre, moi j'avoue, ça met un peu mal à l'aise, mais bon. Et les gens ne sont pas dupes, notamment sur Twitter. Beaucoup de gens ont cité le tweet et tous les tweets de la promo en disant, bah, on n'y croit pas trop là. Ce tweet, il dit « Je me sens mal parce que aucune tactique de est-ce qu'ils sont ensemble ou est-ce qu'ils sont pas ensemble fonctionne pour ce film. » Et clairement, il nous pousse une narrative folle. Le tweet citait que la meuf a repris où, en gros, ils se sont offerts des bagues personnalisées avec la phrase du livre qui est très importante de « Peu importe de quoi son âme est faite, la sienne et la mienne sont pareilles. » Pardon pour la traduction un peu approximative, mais en tout cas, c'est intense quoi. Le lien qu'ils essaient de nous faire croire qu'ils ont tous les deux est vraiment très intense. Celui-là aussi, cette stratégie est totalement inefficace puisque tout le monde sait que Margot est mariée au producteur du film. C'est vraiment gênant, lol. Ouais, c'est bizarre. Et c'est un peu bizarre. On peut pas juste dire bah c'était super, il est hyper pro, c'est un gars génial, c'est un très bon acteur, tout s'est très bien passé, il m'a vraiment aidé à me mettre dans la peau du personnage. On peut pas juste se laisser là-dessus. On est obligé de faire semblant que tout le monde a baisé, qu'ils sont fous amoureux, que c'est trop bizarre, qu'elle était en train de pendant qu'ils tournaient des scènes de cul et tout. Non, franchement, c'est too much. On peut pas genre juste. Et surtout, ça prend pas. Je sais que c'est une stratégie de marketing pour mettre en avant le film, mais ça prend pas. Et autant on peut pas dire que sur tout, voilà, c'est bizarre, il y a des choses qui disent qu'ils sont cool, mais je trouve que la ligne entre l'admiration pour son collègue et genre l'obsession et la drague bizarre, bah, c'est quand même un peu chelou, quoi. Enfin, est-ce qu'on est vraiment obligé de nous faire croire qu'ils ont une affaire, tout ça pour vendre des tickets pour un film ? Et je trouve que c'est un peu bizarre parce que ça montre qu'ils sont pas pros, mais ça met une espèce de limite un peu bizarre entre le tournage et la réalité. Je comprends le méthode acting, je comprends que ça puisse être vraiment intense de tourner un film pareil, surtout qu'on l'a pas encore vu, donc il est pas encore sorti, donc je sais pas, ça se trouve il y a vraiment quelque chose d'intense dedans, mais enfin c'est important quand même de revenir à un retour à la réalité. Enfin je trouve que c'est pas un très bon signal en fait, c'est pas quelque chose de cool. Je me dis pas trop bien, ils sont en train de fondre dans leur rôle, je suis bah les gars, enfin genre c'est un tournage, c'est fini, revenez à la réalité là. Jacob, Margot, et même dans leur manière de nous vendre le contenu, j'ai l'impression qu'on me vend la saison 5 de Bridgerton avec des scènes de cul et des chansons modernes, enfin genre vraiment la manière dont ils ont de le promouvoir, la bande-annonce qui met en avant que des scènes ultra sexuelles, le fait que même eux quand ils en parlent, notamment cette interview de Margot Robbie, je sais pas, moi ça sonne un peu désespéré à mes yeux quoi. Je suis un peu en mode de oui enfin j'ai compris qu'il y avait des scènes de sexe dans le truc et tout, c'est cool, vous êtes beaux tous les deux et tout, trop bien, c'est trop cool, c'est trop bien, ouais, cool. By the way, dans les livres, personne ne s'embrasse. Il n'y a pas une scène de cul, il n'y a rien. On n'est pas sur ce genre de livre-là. Personne ne s'embrasse. Ils s'embrassent une fois, Catherine meurt. Un petit bisou, c'est le seul moment où il y a quelqu'un qui s'embrasse. Il n'y a pas de scène de cul dans le livre. Rien quoi. Mais bon. Pour une fois, et retenez bien cette phrase parce que je pense que je ne vais pas la dire souvent dans ma vie, je suis assez d'accord avec Régel Gorilla et je vous mets son reel. Le marketing de Hurlevent m'énerve. J'en ai parlé pour ceux qui savent dans mes vidéos actualités où je parle de cinéma à chaque semaine, mais j'ai envie d'en parler sur les réseaux parce que peu de gens en parlent encore une fois sur TikTok et Instagram. Mais en gros, le marketing de Wuthering Heights, en VO évidemment, est insupportable. Pourquoi ? Parce qu'ils font la même chose que tous les marketings de merde qui ont fonctionné. C'est-à-dire que là, ils essaient de créer une sorte de micro-romance, passion entre les deux acteurs. Margot Robbie tout de même, elle sort un enfant. Elle vient d'avoir un enfant il y a quelques mois, elle était enceinte et tout, elle vient d'avoir un enfant, elle est mariée depuis des années et des années. Je crois même que son mari est producteur de ce film-là, ou en tout cas il est producteur de manière générale. Bref, elle a rien à faire à créer du marketing de micro-romance bizarre. Lui, je crois qu'il est célib et des choses comme ça, peu importe. Je veux dire, la situation est bizarre pour Margot. Mais elle fait du marketing, elle aussi. Et tout le marketing, c'est en mode, ils s'aiment, ils sont proches, il y a un truc entre les deux, c'est passionnel et tout. Et pourquoi ils font ça ?
Ils font ça parce que ça a cartonné pour Anyone But You, Tout Sauf Toi, le film avec Sydney Sweeney et Glenn Powell, tellement que la copine à l'époque de Glenn Powell a rompu avec lui apparemment à cause du film, et ils refont tout ça. Ils ont fait le coup avec, vous savez, The Naked Gun, Y a-t-il un flic, Liam Neeson et Pamela Anderson. Ils étaient en couple apparemment, mais non. Et c'était pas en couple, c'était faux, c'était du marketing. Et là, ils créent un truc en mode, est-ce qu'ils sont ensemble, pas ensemble, est-ce qu'ils s'aiment, on sait que c'est fake. On sait que c'est faux, c'est du bullshit. Arrêtez, c'est du marketing un peu nul, dégueulasse, parasocial, bizarre. C'est nul, stop. Alors j'avais déjà écrit ma vidéo quand il a posté son reel, il poste 15 reels par jour donc je pouvais pas prédire qu'il allait parler de ça, mais même lui parle de Anyone But You. La comparaison avec la promo est vraiment marquante, et même dans les commentaires, les gens sont d'accord avec lui, alors ce qui arrive assez rarement pour le souligner, mais même dans les commentaires là tout le monde est d'accord avec lui, les gens disent que ça prend pas, etc. On n'y croit pas en fait, on n'a pas envie d'y croire, je sais pas, c'est trop poussif quoi. Figurez-vous que j'ai un peu trop traîné pour tourner cette vidéo, donc entre temps il y a eu la promo de Wuthering Heights à Paris au Grand Rex, et comme à chaque fois, comme à chaque apparition, ils ont essayé de nous faire passer Jacob comme le gentleman parfait, qui a aux petits soins de ouf avec Margot. Enfin bref, ça contribue à alimenter cette narrative de est-ce qu'il s'est passé un truc entre eux, est-ce qu'il s'est pas passé un truc entre eux, c'est vraiment trop bizarre, et les gens ne marchent pas dans le stratagème en fait, ça y est, c'est trop vieux, on l'a trop vu, ça fait 8 fois, et surtout, je pense que là si ça prend pas, c'est parce qu'ils ont pas d'alchimie en fait, les deux, on n'a pas envie d'y croire. Là où, à la limite, avec Glenn Powell et Sydney Sweeney, on pouvait un peu y croire. Franchement, les interviews sont folles. L'interview Vanity Fair, elle est folle, ok. Ils font que se toucher pendant l'interview, elle les regarde comme ça pendant tout le truc, tout est zinzin. Mais là, il y a pas d'alchimie, Margot produit le film, le mari de Margot produit le film, elle vient d'avoir un bébé, enfin, on n'y croit pas là. Et en plus, à tout ça, et notamment au fait que l'histoire de racisme soit complètement omise dans l'adaptation du film, bien que très importante dans le livre, qu'ils aient casté un acteur blanc, s'ajoute à tout ça une petite polémique en plus, liée à ce collier notamment que portait Margot Robbie à une avant-première du film, qui est un collier anglais, vous allez comprendre tout de suite quand je vais vous parler de d'où il vient, qui n'est pas du tout anglais, qui est un collier qui s'appelle apparemment le collier du Taj Mahal, je sais pas si c'est le vrai nom, que Richard Burton aurait offert à Elizabeth Taylor pour son 40e anniversaire. Ce collier, comme vous vous en doutez sûrement dû à son nom, n'est pas du tout un collier anglais, mais un collier indien, qui est un collier donc que les Anglais ont volé et n'ont jamais restitué, qui est un collier apparemment, je regarde en même temps pour pas mal prononcer le nom, qui appartient à Sultana Begum, qui a été volé à sa famille, donné à Elizabeth Taylor, et qui est maintenant autour de la riche actrice blanche qui est Margot Robbie, qui est au cœur d'une polémique d'un film, qui n'a pas voulu raconter une histoire de racisme mais qui a casté un acteur blanc pour un acteur qui normalement aurait dû être peut-être pas noir mais à minima ne pas être blanc. Donc voilà, tout ça ajoute bien de l'huile sur le feu, et je rigole mais c'est vraiment pas très très drôle en vrai, et je trouve ça un peu fou qu'en Big 2026 on se dise que ce soit ok de porter ce genre de truc à une première, surtout quand on sait l'histoire coloniale de l'Angleterre. Et je vous jure, faut pas être Einstein pour avoir le background du truc. Moi je suis une bite complète en histoire et en géographie, et même moi je sais que l'histoire coloniale de l'Angleterre vis-à-vis de l'Inde elle est vraiment salace, donc je trouve ça un peu zinzin de porter ce collier à une première sans se dire que peut-être ça va être mal vu quoi. Enfin bref, cette vidéo était peut-être un peu plus longue que ce que j'avais prévu. Je ne sais pas comment on va se finir la promo de Wuthering Heights parce que le film sort bientôt. Quelque part j'ai envie de le voir, non pas parce que c'est une adaptation de Wuthering Heights, mais parce que le film en lui peut être bien. Encore une fois, je comprends pas cette volonté d'avoir repris le même nom, etc. Enfin, c'est vraiment juste pour faire de l'argent. C'est vraiment une putain de fanfiction et des scènes de cul qui vont s'enchaîner à mon avis d'une intensité rare. Je sais pas si le film fera un gros succès au box-office, je pense que oui parce que le casting est quand même assez fou, les têtes d'affiche Jacob Elordi et Margot Robbie sont fous. Et en plus, en vrai, le film a l'air vraiment très beau. Pour le coup, dans la bande-annonce, les plans ont l'air vraiment beau, la photographie a l'air très belle. Bah c'est juste que ce sera pas Wuthering Heights quoi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire et à me donner votre avis en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Ciao!